Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours. On est ravis de vous retrouver car le parcours d'aujourd'hui, c'est nourri de nouvelles technologies, d'informatique et de communication durant 40 ans. C'est donc un expert dans ces domaines que je reçois sur le plateau. On saura avec lui si la communication et l'informatique sont devenus les nerfs de la guerre, et ça tombe bien, il est issu de l'armée. Il officie aujourd'hui à la protection physique des 500 sites du groupe Capgemini dans 50 pays. Denis Brunel, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. J'aime bien commencer cette émission pour en savoir un petit peu plus sur les origines de mes invités, savoir finalement de quelle région vous êtes originaire. Ah, ça va être très compliqué parce que mon père était militaire et dès ma naissance, 6 mois après, je partais en Algérie. Parce que c'était la guerre d'Algérie à ce moment-là, je suis né en 58. Bon, il fallait peut-être pas le dire. Vous ne le faites pas. Bon, donc ça conserve. Et après l'Algérie, je suis parti dans l'est de la France, dans le nord de la France. J'ai fait mes études en internat militaire dans le centre de la France, du côté d'Autun. Je ne sais pas si certains connaissent, dans la Saône-et-Loire. Après, j'ai migré vers Le Mans, et puis après Saint-Cyr. Puis après ma carrière militaire, tous les 2-3 ans, je bougeais beaucoup. Donc, mes origines... Un voyageur dès la naissance. Voilà. Alors, est-ce que, déjà, enfant, petit, vous étiez féru d'informatique? Est-ce que vous rêviez peut-être déjà d'être un des tout premiers pirates informatiques comme Matthew Broderick? Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui dans le film War Games qui est sorti en 1983. C'était les débuts de l'informatique. Alors, moi, je suis né en 1958. L'informatique, c'était plutôt les gros calculateurs et je ne les connaissais pas. Ouais. Mais j'aimais bien tout ce qui était un peu technique, ingénieux, réfléchir, concevoir. Tout petit, je concevais mes jouets. J'adorais les Lego, je concevais des solutions. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous rêviez de faire une fois un peu plus grand, finalement, votre premier rêve? D'abord, mon père était énormément ingénieux et bricoleur. Il est toujours, parce qu'il est toujours en activité, mais il ne peut plus bricoler. Et en fait, il m'a donné cette passion de concevoir, d'écouter, de réfléchir et de proposer des solutions. Et en fait, être ingénieur quelque part. Alors, 1 an avant la sortie de ce film dont je vous parlais à l'instant, je vous conseille de revoir War Games, ce sont les prémices des attaques cyber. En 82, vous êtes major de la promotion, spécialité transmission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Transmission, communication, est-ce que c'est finalement une branche qui a littéralement été révolutionnée dans son concept et dans sa façon d'être utilisée partout et dans l'armée en particulier, finalement? Oui, je pense que les années 80 ont été une vraie révolution pour les armées dans le monde global, puisqu'en fait, les moyens de télécommunication étaient un peu l'arme du commandement. C'est-à-dire que l'état-major, il fallait qu'il puisse donner des ordres rapidement, faire remonter les comptes rendus rapidement et de façon fiable, et c'était un atout majeur par rapport aux forces adverses, ce qui donnait de la manœuvrabilité et de la réactivité. Rapidité. Et de la rapidité, bien sûr. Mettre mot dans les opérations, qu'elles soient militaires, policières ou de gendarmerie. En 83, vous déployez des réseaux télécoms hertziens pour les forces françaises en Allemagne. C'est vos premières missions, en fait. En fait, je voulais vraiment acquérir ce métier, ces compétences techniques pour... et non pas aller dans les forces tout de suite, faire des opérations parachutistes, etc. Non, je voulais vraiment asseoir mes compétences informatiques et télécom. Et un régiment en Allemagne où il fallait déployer des liaisons de 40 km au milieu de nulle part. Donc, il ne fallait pas se perdre, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, il ne fallait pas se perdre, amener tous ces hommes, une quinzaine de camions, une trentaine de personnes, et tout seul, au milieu de nulle part. C'était vraiment passionnant. Oui, parce qu'on n'imagine pas forcément aujourd'hui, où on a les réseaux téléphones, c'est très facile de communiquer, d'échanger. À l'époque, c'était plus compliqué. Justement, pour déployer ces réseaux comme première mission, c'est complexe. Exactement. D'abord, il faut savoir où se mettre pour rayonner en termes de propagation électromagnétique. Et sur quel point on va pas dans un trou, on va sur une colline. Les collines ne sont pas forcément accessibles, donc c'est du tout-chemin, c'est toute une aventure, il n'y a aucune infrastructure, rarement. Et ça, c'était vraiment passionnant, cette initiative que j'avais tout seul au milieu de nulle part avec mes hommes. C'était bien. Alors justement, vos responsabilités, si on peut un petit peu les détailler, en 1983 pour déployer ce réseau télécom hertzien. Donc en fait, mes responsabilités, je recevais des ordres techniques, c'est-à-dire tel azimut, telle fréquence, de tel point à tel point, pour après faire des liens, si vous voulez, qui permettaient de canaliser toutes les transmissions d'un corps d'armée. Un corps d'armée, c'était
20-30 000 personnes, donc plusieurs états-majors avec des communications déjà informatiques, puisqu'on avait déjà de l'informatique à l'époque, quand même. Et le but, c'était de faire ce maillage télécom pour que tous les états-majors puissent communiquer. D'accord. Et en cas de défaillance d'un nœud, eh bien, on s'appuyait sur ce maillage pour assurer la continuité du commandement, tout en assurant une qualité de transmission. Une équipe de combien de personnes? Une trentaine. Une trentaine. Est-ce qu'il y avait une coopération? Vous étiez en Allemagne avec les Allemands? Alors, il y avait une coopération dans les états-majors, si vous voulez, ceux qui faisaient les opérations. Dans les transmissions, on est, si vous voulez, en arrière. On assure l'irrigation de tous ces ordres, mais n'est pas au contact direct des états-majors. Il y avait une coopération parce qu'on s'installait dans un milieu allemand, donc il fallait l'autorisation. On n'était pas des envahisseurs. Donc il y avait tout cet aspect reconnaissance. Est-ce que j'ai le droit de venir là? Oui, non. Donc non, allez ailleurs. Donc il y avait une coopération, oui. Vous restez 4 ans en Allemagne, et puis en 87, vous commandez une entité de 150 personnes pour soutenir 3 états-majors en déploiement opérationnel. Vous aviez quel grade à l'époque? Alors, je suis passé capitaine à ce moment-là pour commander ce qu'on appelle une compagnie de transmission. Et là, j'ai changé de dimension. D'accord. Autant j'étais en arrière, déployer des réseaux, autant là, j'étais adossé à un état-major. Et quand, en général, ça ne marchait pas, il venait voir qui? Le capitaine. Ça ne marche pas. Et là, vous avez 2 secondes pour que ça marche. Un peu comme le direct, quand ça ne marche pas, là, c'est 2 secondes pour remettre en marche le micro. Et là, c'était pareil. Le général, quand il donnait ses ordres au régiment, il fallait que ça marche en permanence. La technique, c'était pas son problème. Vous étiez situé où en 1987? Là, j'étais à Besançon. À Besançon, dans le Jura, donc on s'en connaît, très belle cité, avec des forts. Moi, j'ai adoré cette région, un peu rustique, parce que le climat est rugueux. C'est beaucoup de terrain à ce moment-là? Ah oui. Votre quotidien, c'est quoi? Alors, mon quotidien, c'est d'abord, on venait de percevoir un nouvel équipement qui s'appelait le RITA, qui était très innovant. D'ailleurs, les Américains nous l'ont acheté. Je vous rappelle cette anecdote. Ils étaient en vieux à l'époque. Alors, c'est pour ça qu'ils nous étions en vieux leur véhicule parce qu'on avait encore des Jeeps quand ils sont arrivés, Jeeps de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, quand ils voyaient nos télécoms, ils étaient en vieux parce qu'en fait, d'une Jeep, on a réussi à appeler le bureau de Washington avec la Jeep. Et l'Américain, là, il est tombé quand même scotché. Voilà. Donc vos missions, alors? Donc mes missions, c'était vraiment l'état-major, c'est en division, ça bouge toutes les 12 heures pour éviter la frappe parce qu'en fait, on les repère. Donc c'est très 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 mobile. Et tous les 12 heures, ça fait un rythme assez intense. On a à peine le temps de déployer, de se raccorder, que vous pratiquement démontez, et on dort quand on peut. C'est ça. Quand on peut, parce que c'est toujours en mouvement. Et l'état-major, lui, travaille en ce qu'on appelle en bordée, et ceux qui ont le commandement, et ceux qui se déplacent et qui se reposent. Nous, les transmissions, c'est en permanence. Parce que même quand ils étaient en bordée, il fallait que ça fonctionne. Donc il fallait assurer la permanence. Et quand on était en déplacement, on se déplaçait aussi. Et quand on arrivait sur l'autre site, il fallait tout remonter. Donc il fallait tout démonter, se déplacer, tout remonter, et que ça marche. Et on dormait. C'est ça, un peu comme un cirque et son chapiteau, quoi. Exactement. Voilà, c'était un peu le barnum. Effectivement, c'est le terme qu'on donnait. L'état-major lui installait un barnum. Et dans ce barnum, donc il fallait mettre le chauffage, bien sûr, l'état-major, pour taper au clavier. On ne tape pas au clavier avec des grandes box ou des moufles. Non. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a un environnement, si vous voulez, de travail de l'état-major. Donc, il fallait qu'il mange, qu'il dorme, qu'il soit chauffé, et qu'on puisse déployer les télécommunications. Un bon environnement de travail et du bon matériel. Et aussi une bonne bouffe, c'est quand même. C'est important pour bien travailler. Ça dure 3 ans, cette mission que vous assurez. Et puis, en 90, vous prenez des cours du soir. Ça, c'est assez intéressant. En parallèle, ça m'est arrivé aussi. On se reconnaît tous les deux là-dedans. Pour préparer par correspondance le concours d'enseignement supérieur des armées. Quel était l'objectif? Alors, en fait, dans le parcours d'un officier, donc d'abord, il y a l'école initiale, donc Saint-Cyr. Ensuite, dans votre parcours professionnel, vous devez, si vous voulez progresser, passer des examens, des concours, vous remettre en cause, si vous voulez, au point de vue compétences. Et donc, c'est un passage obligé après le temps de commandement de capitaine. Pour accéder au grade supérieur, il faut passer par une filière d'enseignement supérieur, c'est-à-dire une école d'ingénieur pour les scientifiques. Donc, j'ai refait une école d'ingénieur. Et après 10 ans pratiquement, Mathieu Patzpé, 10 ans après, votre cerveau s'est un petit peu vidé, il faut être honnête. Vous êtes passé de la vie réelle, donc on vous remet à cheval, en selle, avec des cours du soir. Et je me souviens, l'envoi numéro 0, c'était une épreuve du bac. Eh bien, j'ai pas eu le bac.
Donc en fait, c'est vraiment compliqué de retrouver ces fondamentaux de prépa où on bachotait. Et pendant 2 ans, ça a été de 8h à 3h du matin. Quoi. Comment on prépare Donc quoi. là non plus, vous ne dormez pas beaucoup. Non. Ça fait une longue période sans beaucoup dormir. Vous sortez... vous avez réussi. Oui, du premier coup. Pas beaucoup dormir, puisque vous sortez doublement diplômé d'une maîtrise d'informatique et d'un diplôme d'ingénieur informatique à l'Université Claude Bernard de Lyon. À ce moment-là, vous aviez une idée précise de la direction vers laquelle vous tendiez? Déjà sincère, j'avais cette vision. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait que les aspects techniques avaient, et d'ailleurs on le verra après dans la sécurité, apporter une aide à la décision très importante pour les opérations. Et l'informatique, déjà, montrait, si vous voulez, avec Internet, etc., toutes ses capacités, toute sa marge de progression qui était sans limite, pratiquement. Et pour les forces, c'était vraiment un atout qui allait devenir majeur. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'informatique. Et l'avenir m'a donné raison. Vous a donné raison, parce qu'en 1996, vous rajoutez un diplôme à votre uniforme, celui de l'École supérieure de guerre, et vous devenez chef de cours informatique, puis vous dirigez la division enseignement supérieur et recherche à l'École des transmissions de Rennes. Et en 1997, vous intégrez un état-major de l'OTAN à Sarajevo comme responsable des systèmes d'information et de communication des forces otaniennes déployées en Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Ça paraît comme ça, un titre très long, paraît un peu brumeux, mais précisément pour ceux qui nous regardent... Je vais rebondir sur le mot « brumeux ». Oui. C'est intéressant, cette expression. 96, frappe de l'OTAN. Oui. Il y avait encore de la fumée. Oui. En 97, quand vous arrivez, ce n'est pas stabilisé. Il y a encore la brume, le brouillard de Sarajevo, c'est une cuvette. La brume, on sent encore la poudre quand même. On voit qu'il y a eu un conflit armé dur. Vous arrivez dans cette mission, vous débarquez de l'avion. Avant de débarquer, vous dites, tu as 100 mètres à faire avec vos 2 sacs, ton casque sur la tête, et tu dois courir pour te mettre à l'abri, pour éviter les snipers. Alors, mise en ambiance. C'est pas le salon VIP d'Air France. Voilà. Donc, mise en ambiance, vous arrivez à Sarajevo, et vous prenez la route pour aller de l'aéroport à un endroit, c'était d'ailleurs le stade olympique, qui est complètement protégé, avec des sacs de sable partout, tout le monde en armes, etc. Vous débarquez de votre province rennaise, vous étiez en vélo le matin, enfin pas tout à fait, mais la veille, et là c'est le casque lourd, le sac à dos, tout complet, l'armement, tout, et vous partez, et là vous êtes en condition tout de suite. Et qu'est-ce que vous devez y faire? Alors après, donc justement, il y a une première semaine d'adaptation, puisqu'il y a une sorte de recouvrement avec mon prédécesseur, qui m'explique ma mission. Donc ma mission, en 96, les frappes de l'OTAN détruisent tout le réseau télécom. Ben oui, parce que c'est l'arme du commandement. Donc si vous détruisez les télécoms, ils ne peuvent plus commander. Et donc vous avez la supériorité de commandement. Donc on a tout détruit. Et en 97, on m'a dit, ben maintenant tu vas tout reconstruire. Donc en 97, j'avais ma mission de reconstruire le backbone télécom des Serbes que les Otaniens avaient détruit, ce qui comprenait 32 sites à installer dans un environnement hostile. On n'était pas les bienvenus. C'était la zone serbe. Oui. C'est ça. Alors justement, avec cette nouvelle responsabilité, ça vous permet de manager une centaine de personnes de 6 nationalités. C'est très intéressant ça en termes de management. C'est comment... Déjà, c'est pas facile de manager des gens, mais des gens qui parlent notre langue, c'est plus facile que 6 nationalités différentes. Comment on fait? Alors en fait, je pense que le driver commun, c'est la mission opérationnelle et technique. Puisqu'en fait, quelle que soit la nationalité, les télécoms, on comprend tous l'importance des télécoms, qu'on soit américain, canadien, espagnol, puisque c'est le moyen à l'état-major de donner les ordres donc aux unités en dessous. Donc en fait, ces télécoms, tout le monde comprend. Et autour de la technique, Internet protocole... Un discours universel, ça veut exactement. Tout le monde a Internet maintenant. Je suis sûr que je peux parler télécom avec un Ukrainien, un Russe, il n'y a aucun problème. Après, il y aura peut-être des petites différences. Mais globalement, c'est un besoin vital de communiquer. Et on obtient l'adhésion rapidement parce qu'on ne peut pas dire au chef, écoutez, revenez dans 6 mois, ça marchera mieux. Non. Tout de suite. Oui. Voire hier. Sans coupure. Donc le groupe électrogène qui tombe en panne, vous vous débrouillez, je ne veux pas le savoir. 2 ans après, on est en 1999, vous êtes responsable du déploiement informatique de 17 états-majors en France et en opération.
Et à cette époque, c'est les débuts d'Internet. Il n'y avait pas encore de box à l'époque, donc les connexions Internet, j'imagine, étaient très lentes. On s'appuie sur des réseaux militaires, Ouais. donc ce qu'on appelle les faisceaux hertziens, donc qui ont des capacités de transmission importantes, 24 liaisons en même temps, ou les satellites. Et en fait, on n'utilise pas les moyens box, etc. Ouais. Il n'y a qu'en opération, quand on a stabilisé, qu'on a une infrastructure PTT, enfin télécom si vous préférez, fiable, on peut louer des tuyaux type Orange, opérateurs locaux. On peut louer des tuyaux. Mais en termes de fiabilité, on préfère nos propres réseaux parce que il faut sécuriser les communications. Important. Ah oui. Primordial. Bah oui, si on se fait... Le nerf de la guerre, comme je le disais en entame de cette émission. Exactement, donc sécuriser, ça veut dire ne pas se faire intercepter, ne pas se faire couper et assurer la continuité du commandement. Et donc la sécurité, c'est aussi la disponibilité de l'information, le fameux DICT, intégrité, dignité, confidentialité et traçabilité. Donc il faut vraiment s'assurer que c'est en permanence qu'on a ces liaisons dans toutes les conditions climatiques, hostiles. Donc c'est une opération assez délicate, ouais. Alors, je passe rapidement sur la période 2000, parce que le temps passe à une vitesse dingue, et qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, parce que vous avez un parcours passionnant. En 2000, vous êtes à nouveau désigné pour une mission à Sarajevo, pour consolider et déménager l'état-major SFOR de l'OTAN. Et en 2002, vous commandez un régiment de 1500 personnes, quand même, réparties sur 8 sites en France, et au Kosovo, me semble-t-il, également. Oui, à la tout tête, à fait. De votre propre régiment. Oui, tout à fait. Donc là, c'est un honneur, si vous voulez. Vous préparez votre régiment à une mission, Ouais. et quand vous avez la chance d'exécuter la mission avec vos hommes que vous avez préparés pendant à peu près 1 an, Ouais. sur des nouveaux matériels qu'ils ne connaissaient pas, Ouais. dans des conditions techniques nouvelles pour eux. Donc j'ai fait ce qu'on appelle, dans mon jargon, j'ai fait un village de combat du transmetteur. C'est-à-dire, en fait, plutôt que de manœuvrer des armes, j'ai manœuvré des SIC et des serveurs. Donc les 1500 personnes étaient dédiées à ça? Pas tous, non. Il y en a qui étaient en fixe, c'est-à-dire qu'eux, ils assuraient les télécommunications de la région Oui. et ne partaient pas en opération. Oui. Il y avait une composante fixe et une composante mobile, un peu comme la gendarmerie, vous voyez. Donc il y a ceux qui sont dans leur brigade, qui ne bougent pas de leur brigade, de leur territoire, et il y a ceux qui vont à droite et à gauche. Moi, je suis parti avec la composante mobile. Mais cette composante mobile venait de recevoir des nouveaux matériels. Et il fallait vraiment s'entraîner à les mettre en œuvre, à bien comprendre, à débugger quelque part. Et tout ça, en une année, c'était un vrai challenge. Donc, j'avais des plateformes, et je démontais, je remontais, je démontais, je remontais, je Les démontais, je Lego. remontais. On retrouve les Lego de l'enfance. Exactement. Est-ce qu'à cette période, vous n'êtes finalement pas devenu la référence de l'armée en termes de logistique, de communication et d'informatique? Oh, ça serait prétentieux de dire ça. Parce qu'en fait, c'est un effort collectif, bien sûr. J'avais une vision, c'est-à-dire tout ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est mobilité, réactivité. Il fallait vraiment qu'on apporte cette agilité, parce que les opérations, rien ne se passe comme c'est planifié. Donc en fait, si vous n'avez pas cette intelligence de situation et d'adaptation, il faut vraiment être agile. Et je pense que dans le domaine directeur sûreté, c'est cette agilité qui fait la différence. Et donc, tous les militaires avaient ça comme vraiment leitmotiv. Il faut être agile, agile, agile. Alors, je passe rapidement sur la période 2004-2007. Vous prenez vos fonctions de chef de bureau adjoint à l'état-major de l'armée de terre, plus particulièrement comme responsable des programmes d'équipement SIC des forces terrestres françaises. Et c'est en 2007, justement, que vous passez dans le privé, chez Capgemini, comme conseiller opérationnel et responsable du développement des ventes pour le secteur de la défense dans le domaine des systèmes d'information. Déjà, pourquoi avoir fait le grand saut, SAUT, bien sûr, public-privé? Non, c'est un concours de circonstances, parce que quand j'étais à Lille, j'avais un adjoint qui arrivait en fin de contrat et qui basculait automatiquement dans la vie privée, donc il fallait faire une reconversion. Donc je lui ai donné les moyens de pouvoir se convertir, et il est rentré chez Capgemini. Il a appris que j'avais donné ma démission. Il m'a dit: mon colonel, on a besoin de vous. D'accord. Olivier, nul, était remplaçable, donc oui, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai été contacté par Capgemini, alors que j'avais déjà une proposition d'embauche chez Thales. D'accord. Donc j'ai commencé chez Thales, parce que j'étais à l'état-major et je manageais beaucoup de programmes Thales, donc très intéressant, très grosse boîte. Là on voit que la culture industrielle, là on est vraiment dans vraiment le professionnalisme et l'expertise, c'est vrai. Alors que Capgemini, je ne le connaissais pas, et on est plus dans l'agilité, voilà. Alors, une fois que vous êtes chez Capgemini, j'accélère un petit peu parce qu'il nous reste très peu de temps et j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Quelles sont vos missions? C'est rare un militaire bavard.
On appelle ça la grande muette, me semble-t-il, non? Ou les grandes oreilles. Voilà, mais vous écoutez, mais vous parlez. Alors, dites-nous quelles sont vos premières missions. Alors en fait, CAP voulait vraiment se relancer dans l'activité défense parce que bon, c'est innovant, c'est comme l'aviation, si vous voulez. Quand on fait un avion ou un sous-marin, c'est waouh, les jeunes font waouh, ou une fusée. Donc en fait, la défense a quand même des projets un peu innovants, et donc on est venu chercher pour relancer l'activité et répondre à des appels d'offres, et donc accompagner nos jeunes commerciaux et nos jeunes ingénieurs à répondre à des appels d'offres. Voilà. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous êtes passé entre autres par le poste de directeur Sûreté France. Vous êtes depuis 2022 en charge de la politique et de la protection physique des 500 sites du groupe Capgemini, qui sont répartis dans 50 pays. Vos missions ont donc terriblement évolué. Alors quand j'étais business développeur, j'étais en charge de la sécurité des systèmes, parce qu'on fait du confidentiel de défense, donc en fait il faut le sécuriser, comme c'est ce que je faisais avant. Donc j'ai récupéré un peu ce volet sécurité, et de là j'ai basculé sur la sécurité sûreté physique, parce qu'en fait en France c'était plus ou moins bien, c'était hétérogène, on va dire ça comme ça. Donc il fallait harmoniser, homogénéiser, et donc j'ai créé un SOC pour la sûreté physique pour la France, et de là, je suis passé au groupe, puisque ça fait 5 ans que j'ai installé cette transformation de la sûreté, et je reduplique un peu mon expérience au niveau du groupe pour améliorer la sûreté physique de toutes nos installations. Vous qui êtes issu du public, de l'armée, quel regard vous portez sur le continuum de sécurité, et comment vous le mettez en place chez Capgemini? Alors, c'est une question délicate parce qu'en fait, ce continuum privé-public, c'est un engagement, je dirais, sociétal, puisqu'en fait, l'entreprise doit y mettre des moyens. D'ailleurs, on avait signé une convention avec les armées pour permettre à nos collaborateurs de faire de la réserve opérationnelle, une sorte de continuum. Donc ça, c'est quand même un peu important. Et ça, on autorise nos collaborateurs à faire 30 jours dans les armées, tout en étant payé. Donc c'est 30 jours de production en moins pour l'entreprise. Donc c'est pas un effort de guerre, parce que c'est quand même... non. Mais l'entreprise qui s'implique dans la sécurité, ça a un coût, honnêtement. Donc ce continuum a un coût. Alors maintenant, si l'entreprise est riche, elle peut se permettre, si vous voulez, de le faire. Si elle est petite... Dans le cas de grosses sociétés comme Thales ou Capgemini, c'est plus compliqué pour les plus petites sociétés. Je pense, ouais. C'est un débat d'ailleurs qu'on mène actuellement... au Sénat, entre autres pour les pompiers, qui travaillent pour des entreprises et qui doivent être libérés par leurs entreprises pour aller au feu. Est-ce que vous attendez encore des révolutions en termes de technologie, de nouvelles technologies, là, récemment? Ouais, je pense qu'il y a on parle du Web 3.0, je crois, et en fait, il y a une notion qui apparaît, j'ai pas encore vraiment creusé ce sujet de la blockchain. En fait, aujourd'hui, la sécurité de nos systèmes, c'est des chiffreurs, c'est des télécoms, c'est aussi du matériel. Et cette blockchain, c'est plutôt une logique, un algorithme qui va protéger vos données. Et je suis en train de réfléchir comment cette blockchain pourrait avoir des incidences dans la sécurité physique de nos installations pour alléger, pour améliorer, pour durcir, pour libérer du temps à nos gardiens, pour que la technique apporte autre chose et que l'homme soit sur le terrain, en fait. Et avec votre recul, pour terminer, c'est ma dernière question, est-ce que ces nouvelles technologies qui se sont développées depuis le début de votre carrière sont de réels atouts, justement, pour faire face à des crises, à de nouvelles crises? Il y en a tous les jours pour les entreprises. Je ne pourrais pas vous dire le contraire, tellement ma carrière militaire et chez Capgemini démontre au quotidien que les nouvelles technologies, c'est toujours une aide à la décision, une aide pour les humains qui ont une opération, quelle qu'elle soit. Ces nouvelles technologies apportent vraiment une plus-value. Et je pense qu'on ne fera pas machine arrière. Merci, Denis Brunel. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.